Voilà, exactement 3h05. Nous sommes contents de vous rejoindre, mesdames et messieurs, auditeurs de l'émission Samedi des Jeunes. Nous sommes le samedi 29 août 2020. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Question de vous apporter cette émission, l'émission Samedi des Jeunes. On est à l'espace Agora Jeunes où ce soir on va recevoir un invité de marque. On va parler de littérature. Donc on salue tous les amis qui nous écoutent chaque samedi à partir de 3h, les amis qui nous écoutent sur le 97.7 et les amis qui nous reçoivent sur les www.radiolumière.org. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour la présentation de cette émission. Mon nom c'est Nestlé Paul. Comme annoncé sur les réseaux sociaux, ce soir on va parler littérature et on va avoir comme invité Monsieur Gary Victor, qui est un écrivain, romancier très prolifique. Il est auteur notamment de textes comme À l'angle des rues parallèles, Le sang et la mer, Marcy, également Nuit albinos, Le diable dans un thé à la citronnelle, pour ne citer que cela. C'est ce personnage que l'on va recevoir ce soir à l'émission Samedi des Jeunes pour parler littérature. Le thème de cet après-midi, c'est le suivant: Haïti, quel est le rôle de la littérature en temps de crise? Nous savons que notre pays traverse une crise très aiguë. Donc ce soir, on va parler un peu avec notre invité, comme je l'ai dit, Monsieur Gary Victor, qui est sur la ligne. Bonsoir professeur, bienvenue à Samedi des Jeunes, bienvenue sur Radio Lumière. Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Lumière, bonsoir à tous les jeunes qui nous écoutent. Et je suis vraiment heureux de prendre la parole dans cette émission de marque. Alors donc je vous rappelle que vous vous adressez surtout à des jeunes. D'ailleurs, vous avez salué les jeunes. Oui, je suis bien heureux de m'adresser à des jeunes. D'ailleurs, je le fais très souvent. Les jeunes sont mon principal public, mes principaux lecteurs. Il n'y a aucun problème à ça. Alors, Gary Victor, est-ce que vous travaillez sur la sortie d'un nouveau roman pour l'instant? Je ne sais pas encore. Je viens de terminer un nouveau recueil de nouvelles, le dossier interdit tome 5, que j'espère sortir ce recueil de nouvelles à la fin de l'année, au mois de décembre. Et bien sûr, j'ai quelques idées de romans en tête, mais je ne travaille pas vraiment actuellement sur un roman. Alors, on sait que cet après-midi, on n'a pas beaucoup de temps, comme vous me l'avez dit lors de nos premiers entretiens. Donc, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Quel est le rôle de la littérature en temps de crise? On parle surtout d'Haïti. Mais d'abord, quelle est, d'après vous, la mission de la littérature? Est-ce que la littérature est une mission? C'est toujours cette grande question qu'on se pose. Est-ce que la littérature est une mission? Oui et non. Bon, la littérature, premièrement, il faut dire que c'est un domaine très ludique. Pourquoi on lit, pourquoi on va au théâtre, pourquoi on lit un poème, c'est parce que la littérature, c'est vraiment ludique, c'est premièrement elle vous plaît, elle crée chez vous des émotions, et elle ravive chez vous des souvenirs. Donc, la littérature, c'est premièrement un aspect ludique. Elle vous fait parfois oublier ce qui se passe. Donc, il y a l'aspect ludique de la littérature. En même temps aussi, la littérature vous porte à vous poser des questions, parce que quand même, un auteur, un romancier, par exemple, il est dans un lieu, il est dans un pays, il est dans un lieu, il est dans une ville, il est dans un quartier, et forcément, il parle de sa vie, il parle des autres, il parle des problèmes de son temps. Donc forcément, le romancier, le poète, souvent est amené à poser des questions qui intéressent tout le monde. Donc, est-ce que la littérature a une mission? Moi, je ne pense pas qu'elle a une mission. La littérature, je pense que la littérature, fondamentalement, la littérature crée des émotions. La littérature, c'est un regard. Un romancier,
son œuvre, c'est souvent un regard porté sur sa société. De la même manière qu'un poète a un regard sur la société. Et forcément, ce regard suscite des questions, et ces questions peuvent être très fondamentales. On peut même trouver des réponses dans une œuvre littéraire, parce que le roman est parfois mieux que l'historien qui a certaines règles. Le romancier peut aller encore plus loin dans l'étude de la société, dans l'étude de certains problèmes sociaux. Donc, pour moi, la littérature n'a pas vraiment une mission, mais la littérature est fondamentalement importante parce que c'est un lieu d'expression, c'est un espace de liberté, un espace d'expression, et c'est pour cela souvent que les dictatures se méfient beaucoup de la littérature, parce que la littérature, c'est vraiment l'espace de la liberté et de l'expression par excellence. Naturellement, donc ce soir, on essaie de lier la question de la littérature à la crise que traverse notre pays. D'après vous, quelle est la nature de cette crise? Bon, la nature de cette crise, ce que nous vivons actuellement, premièrement, c'est une crise qui est liée à une corruption généralisée qui a atteint les sommets. Donc, cette corruption, bien sûr, on la connaît depuis des décennies. Et c'est un État qui est basé sur la corruption, c'est un État qui est basé sur le mépris, c'est un État qui est basé sur l'appropriation de cet État par une petite élite qui s'est appropriée de cet État, qui s'est appropriée de tous les moyens de production. Donc la majorité de la population haïtienne s'est retrouvée en dehors de cet État. Donc cette crise, pour moi, l'expression de cette grande corruption qui gangrène ce pays. Mais je pense aussi que cette crise est l'expression de la démission d'une grande partie de la population. Je pense qu'il y a une démission généralisée, et nous tous, nous avons peur de la politique, nous tous, nous avons peur de nous exprimer, nous tous, nous avons peur d'aller voter, nous tous, nous avons peur de nous engager en politique. Donc alors ce qui fait, donc nous laissons cet espace à des voyous, à des corrompus, la nature a du vide. Et puis maintenant nous payons les conséquences. Pour qui vous écrivez, les écrivains, vous les écrivez, pour qui vous écrivez? Je pense que premièrement on écrit pour soi-même. Je m'exprime en tant que romancier, je m'exprime, un poète s'exprime. Donc premièrement, la littérature, c'est un moyen d'expression. Quand j'écris un roman, je m'exprime. Ça veut dire que je crée un univers, je crée des personnages. Donc en premier lieu, un romancier, un poète, il écrit pour s'exprimer, pour se dire. Maintenant, l'œuvre, une fois produite, et l'œuvre est forcément lue par différentes personnes. D'ailleurs, je ne me pose jamais la question pour qui j'écris. J'écris premièrement pour moi, j'écris premièrement pour m'exprimer, parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. On pourrait dire qu'on t'a dit comme mon bail sous comme m'envie de dire. Donc alors j'écris pour dire ce qui m'étouffe. Donc fondamentalement, pour qui j'écris, et là encore c'est une question très difficile. Est-ce qu'un romancier se pose cette question? Pour qui j'écris? Un poète se pose la question pour qui il écrit? Non, c'est premièrement, comme j'ai dit, c'est un espace d'expression et un espace de liberté. Et écrire, professeur, qui ça veut dire pour vous? Qui ça signifie pour vous? Qui sens ça gagne pour vous? J'aime là, écrire, ça veut dire, premièrement, c'est une manière pour moi pour me dire ça condamne, regard, douleur, souffrance, c'est ça. C'est le premier bagage. Parce que si un romancier, on peut être pas de sentiment, il pas de passer en dedans. Comment ça me il n'a pas d'émotion. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion, il peut avoir il ne pourra rien écrire. Donc c'est ce qui est important. L'écriture avant tout pour moi, c'est émotion, c'est ressenti, couleur, amour, souffrance, et souffrance devant l'état de mon pays, devant ce qui se passe. J'écris pour dire ma douleur, pour dénoncer. C'est pour ça que j'écris. Donc l'écriture, pour moi, avant tout, comme je le dis encore, c'est un espace de liberté absolue. Ça veut dire que pas de monde qui peut venir dire qui ça pour m'écrire, qui ça pour me pas écrire. Donc vraiment, pour moi, c'est ça, c'est la liberté absolue, l'écriture.
Alors donc ce soir on reçoit le professeur Gary Victor, romancier haïtien, il est 3h16. On continue rapidement, professeur. Est-ce que vous rappelez un épisode qui marquait dans la littérature haïtienne qui était marqué et il y a différents épisodes de crise que nous connaissons dans le pays, nous, dans le passé? Bon, il y a plusieurs épisodes il y a plusieurs faits que je vis dans le pays qui marquent ma pile. Par exemple, toujours petit premier contact avec le monde paysan, parce que nous sommes vivre dans la capitale là, nous vivons dans une famille de classe moyenne relativement aisée, donc nous sommes Port-au-Prince. Donc, alors, la première fois que j'ai vécu dans une famille paysanne pendant une semaine, c'est quelque chose qui m'a manqué parce que j'ai découvert un autre pays, un autre monde. C'est d'épisodes qui marquaient mon pile tout, par exemple, dans le coup d'État 1991 contre Jean-Bertrand Aristide, c'est ça que t'es fait m'écrire, un roman qui était un octobre de l'année. Moi qui t'ai suivi le coup d'État, ça son moment qui était marqué mon pile. Il y a plusieurs moments qui marquaient, et par exemple, tremblement de terre là, ou après que un roman que m'écrit qui déroulait pendant le sang et la mer. Comment le sang et la mer, par exemple, qui finit avec le tremblement de terre. Bref, Jean Dolan, un romancier, il est dans son lieu, il est dans sa vie, il est dans ses émotions. Et forcément, ce qu'il écrit va refléter sa vie, va refléter ses émotions. Est-ce que pour vous, la littérature peut nous sauver du chaos? Est-ce que, par exemple, nous en Haïti, nous autres en Haïti, est-ce que la littérature peut nous sauver du chaos? Je ne crois pas que la littérature peut sauver du chaos, mais la littérature comprend ce chaos. Et parce que le travail d'un historien, c'est de relater, il faut qu'il cherche des preuves, tout et tout. Et l'historien relate, essaie de comprendre, mais le romancier est capable d'aller plus profondément. Et le romancier est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc en ce sens, la littérature peut te permettre de comprendre ce chaos. Et la littérature parfois questionne ce chaos. Mais je ne crois pas que la littérature peut démêler ce chaos. Non, je pense que la littérature, oui, elle peut nous aider à comprendre ce chaos. Elle peut nous aider à poser des grandes questions. Notre regard sur ce chaos. Parce que vous savez, ce qui est grave, surtout dans un pays comme Haïti, il y a beaucoup d'anormalités qui deviennent pour nous des normalités. Ça veut dire que on bonne bagaille qui est normal et puis nous-mêmes, nous venons considérer comme parfaitement normal. Et donc, ça veut dire, vu que quand tu lis un roman, c'est un autre regard sur la réalité, donc souvent, tu vas avoir un autre regard. Et c'est là que la littérature peut te permettre de comprendre ce chaos. La littérature peut te porter à poser d'autres questions. Et donc la littérature peut t'amener à te repositionner par rapport à cette réalité. Alors, professeur, nous savons que nous vivons dans un pays où la majorité de la population n'a pas accès aux livres et également il y a un problème de langue, notamment le français. C'est pratiquement plus fort livre nous, il y a surtout écrit en français et majorité de la population par livre français. Est-ce que vraiment la littérature peut jouer son rôle dans une situation pareille où les gens n'ont pas vraiment accès aux livres? Bon, et de toute manière, pour répondre, une société, et l'histoire l'a démontré, c'est comme un train. Il y a une locomotive, il y a les trains. Donc alors, c'est la locomotive qui je pourrais dire, le train suit la locomotive. Vous d'accord avec? Donc ça veut dire que dans tous les pays, c'est pas la majorité des gens qui lisent et qui s'intéressent à la littérature. C'est toujours une minorité lettrée, une minorité agissante, une minorité qui veut comprendre les choses. Et je pense qu'en Haïti, c'est encore la même chose. Il est vrai maintenant que le cas d'Haïti est particulier parce que il y a plus de monde qui t'a remis
qui paraît comme même pour action livre, mais en même temps tout on connaît ça souvent on connaît mon sexisme mettait copie en pour acheter un livre. Donc il y a un grand problème d'accès aux livres en Haïti, même monde qui t'a remis un livre pas de moyen pour acheter livre. Mais même quoi que il faut faire puis le monde a peut-être ensemble dans plusieurs côtés pour monter une bibliothèque pour essayer de jouer un livre et moi même quoi qu'il y a un très grand intérêt pour le livre en Haïti. Bon, maintenant, pour la question de langue, quoi, c'est tout dans ces grandes questions, ça, créole français. Moi, je ne me pose pas trop cette question, parce que j'écris en créole. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'en général, c'est même le monde qui lit en français, souvent qui parle en créole. Oui. Je ne pas croire que c'est parce que j'écris en créole que le monde va comprendre nos livres plus bien que si je écris en français. Exactement. Parce que quand tu écris un roman, il faut que le monde ait déjà un bagage culturel, un bagage de connaissance qui peut permettre de comprendre le roman. Par exemple, si le monde n'a pas connaît, par exemple, que le Sahara est un désert, le désert du Sahara, si le monde n'a pas même connaît Sahara salier, qu'on parle de Sahara en français ou en créole, on n'a pas connaît qui ça Sahara est. Donc, premièrement, je pense que c'est une question de connaissance générale, de bagage culturel. Donc, quelle que soit la langue, là, il faut que mon langue ait un certain degré de culture pour l'apprécier un roman. Donc, si on n'a pas gain, on somme de connaissances, un minimum de connaissances, c'est pas le roman, que le roman écrit en français, que le roman écrit en créole. Donc, c'est simple ça. Donc, pour même, premier problème, c'est pas langue, c'est une question de culture. Oui. Pour moi, c'est une question de culture, c'est pas une question de langue. Écrire un roman en créole, ou écrire un roman en. Par exemple, on connaît on bonne discussion avec Jean-Mime. Par exemple, on connaît souvent en créole, on a écrit par exemple dans le pays la France. Pour qui ça pour me dire dans le pays la France? Parce que dans la tête, on dit comme ça que le monde qui parle créole là, il dit pas que la France est un pays, mais pour qui les hommes disent dans le pays la France? On dit que mon n'a pas la France, tout simplement. Donc, on prend une discussion qui est pour faire. Moi, je crois que premièrement, il y a une question de degré de culture, de somme de connaissances pour mon gagner déjà, qui vous permettre de comprendre un roman, apprécier un poème. Donc, il y a la question de la langue, et il y a aussi la question de culture, la question de l'instruction, des connaissances, tout et tout. Donc, c'est un problème très complexe pour pas qu'apprendre. Ça. Alors, professeur, nous vivons dans une période de crise en Haïti, une crise qui perdure encore. Est-ce que vous pensez qu'en période de crise, on peut vraiment penser, on peut vraiment réfléchir pour écrire et produire de bonnes réflexions? En période de crise, il est urgent de penser. Parce que si en période de crise, on ne peut pas penser du tout, eh bien, crise a augmenté sur vous, et puis, on pas jamais carrer les autres crises. Justement, parfois, crise en fait, c'est parce qu'avant, on pas jamais te penser, on pas jamais te prendre de bonnes décisions, soit on te prendre de mauvaises décisions, ou faire de mauvais calculs, et puis crise apparaît sous. Maintenant, si crise apparaît sous, ou pas réfléchir, ou pas penser, eh bien, crise a beau toi aller. Non. Donc, moi, je pense que peut-être la crise, c'est le moment, c'est l'occasion de réfléchir. La crise est l'occasion de réfléchir, la crise est l'occasion de penser, la crise est l'occasion de lire, parce que si crise apparaît sous, ou pas prendre bonne décision, ou pas la donne. Alors, au XVIIIe siècle, on a fait un petit coup de pied en France. 18e siècle, siècle des philosophes qui ont joué un gros rôle dans la question révolution française. Donc, nous-mêmes, dans l'histoire littéraire par nous pas gagné de gros mouvements comme ça qui produisent des changements dans la société. Est-ce que vous pensez que avec le temps et nous capables de gagner de bagages comme ça dans le pays, nous dans le domaine littérature, est-ce que la littérature a joué un rôle comme ça, même si elle était jouée en France? Bon, écoutez, moi-même crois que dans l'histoire d'Haïti et la littérature haïtienne et écrivains haïtiens, professeurs haïtiens ont joué de très grands rôles. Au cas par exemple, histoire filmée, histoire Jacques-Séphane Alexis. On a cité un paquet de noms de grands intellectuels qui mourent, qui prennent prison, qui ont fusillé, qui ont
exilés. Et le problème qui arrive en Haïti, c'est que souvent la voix de ces intellectuels, la voix de ces penseurs, ces voix ont été étouffées par le système et ces penseurs n'ont peut-être pas encore réussi à trouver, je pourrais dire, la masse critique de personnes, de gens, de citoyens capables de renverser la vapeur. Et même quoi que, écoutez, même quoi que pas aucun mouvement politique, pas aucun mouvement social qui pas alimenté par une pensée qui produit par des intellectuels. Il y a plus de monde en Haïti qui peut dire intellectuel ne pas régler rien, pas faire rien, même d'où dire comme ça. Si vous regardez la quantité intellectuelle en Haïti qui prend prison, qui fusille, qui exilé, au contraire, justement, c'est ce secteur qui a payé le prix, qui a payé le prix du combat pour changer ce pays. On est quoi ça passe sous Duvalier. Quand c'était intellectuel Duvalier, mais dehors, bon, c'est intellectuels ça au Californie, et au Canada, en Afrique, tout côté. Donc, si peut-être les professeurs sont en Haïti, nous avons peut-être de notre côté. Non, moi-même, quoi que justement, cette propagande qui veut faire croire que les intellectuels n'ont rien fait pour ce pays, c'est justement pour promouvoir la médiocrité, pour promouvoir les voyous, parce que les voyous en lui-même est incompétent, il est content, donc il est le seul aux commandes, et il fait en sorte de dire que tous les intellectuels n'ont pas pris rien, c'est totalement faux. De toute façon, moi-même, quoi que, il y a des sortes incompétents, pas foutis dirigeants pays. C'est vrai qu'il y a des intellectuels qui ont été au service de mauvaises causes, mais on va regarder même les mauvaises causes quand elles veulent bien s'organiser, elles cherchent des intellectuels pour que, comprendre, pour leur donner, en tout cas pour faire la décoration. Mais écoutez, mais sans intellectuels, sans personnes qui pensent, sans monde qui a pensé ou pas qu'à diriger un pays. Ça veut dire au monde qui pas qu'on a rien en tête, un voyou, une nullité, il va pas diriger son pays. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous, dans côté niant, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on devait choisir un dirigeant en Haïti, on a toujours choisi le plus incompétent. On a toujours choisi le plus nul. Jusqu'à ce que nous dit, on vote pour Vagabond. Eh bien, nous avons voté pour Vagabond côté l'Allemagne. Ensuite, nous avons voté pour Nek Banan. Voilà, ça a été la folie la plus complète parce qu'en Haïti, de poser en créole, nous bananes, nous connaissons ça. Eh bien, dans une crise de folie généralisée, nous avons voté pour Nek Banan. Banan n'a déjà pas de existé. Banan, c'est un menti. Même Banan n'a pas de là. Eh bien, nous bananes, nous prenons bananes. Donc, pour te montrer, donc moi je pense que la pensée est importante. Une société ne vit pas sans pensée. Un État ne se dirige pas sans pensée. Un État ne se dirige pas sans compétence. Un État a besoin de savoir-faire. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes. Je dis aux jeunes, Haïti n'est pas perdu. Le Rwanda était dans un état pire qu'Haïti. 25 ans après, le Rwanda est un exemple pour l'Afrique et un exemple pour le monde. Et même dit, même chez Haïti, on a dit que Haïti a changé, mais à condition que nous mettons ensemble, nous mettons au pouvoir dans ce pays un groupe d'hommes honnêtes, un groupe d'hommes qui croient dans le pays, qui respectent les valeurs, parce que nous avons une crise des valeurs terrifiante actuellement. Il faut qu'on s'en sorte à regarder tout crime qu'a commis Kounia. Des crimes, on ne parle que de crimes. Et on veut imposer à ce pays des valeurs qui ne sont pas les nôtres du tout. Nous sommes quand même un pays avec des valeurs bien à nous. Moi, je pense qu'il faut vraiment, nous lever comme pays, le monde qui aime un pays, le monde qui croit pays, parce que je ne pas que nous toutes des jeunes, ça, pour nous n'avons pas la chance de tous de quitter ce pays. D'abord. On va vous laisser. 20% nous donnent pour quitter le pays, 80% après été là. Donc il faut que ces jeunes qui restent dans ce pays fassent quelque chose, se mettent ensemble pour arrêter le train de la mort. Alors, professeur, dans une interview que vous avez accordée à RFI, Radio France Internationale, vous avez insisté que l'imaginaire est réel en Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, je voulais dire que l'imaginaire est vu en Haïti comme une réalité. Ça veut dire que dans d'autres sociétés, il y a une frontière qui est très claire. On connaît que ça c'est l'imaginaire, ça c'est la réalité. Je sais par exemple un songe, c'est imaginaire. Je sais par exemple que certaines mythes, certaines croyances sont du domaine de l'imaginaire. Mais en Haïti, on vit cet imaginaire comme une réalité tangible, palpable. Je sais quoi, vous comprenez. Donc, mais le problème qu'il y a, quand on croit autant dans l'imaginaire, on peut arriver à vous manipuler à partir de cet imaginaire. Par exemple, dernièrement là, dans une zone de Port-au-Prince, nous avons des monarchies comme ça, il y a plus de monde qui a mouru, c'est Champouel qui a mangé. Et puis ça, on commence à me poser mon question, dans des gens qui ont 3 jours d'affaires, et puis ça a mouru. Eh bien quoi? Eh bien c'est le Covid. Les gens sont en train de mourir de Covid, et puis ça, mon nom comme ça, c'est Champouel qui a mangé. Comprenez? Et la personne croit, il croit la donne, il croit la donne. Dieu comme ça. Tu vois, donc c'est un imaginaire réel, mais voilà le problème, c'est que l'imaginaire t'empêche de comprendre, souvent t'empêche de comprendre la réalité. Et souvent on te manipule à partir de cet imaginaire. Alors, 3h33 bonnes minutes, donc le professeur nous a dit environ 30 et 45 minutes. Mais professeur, avant de partir, quel est le rôle, pour répondre à la question de cet après-midi, quel est le rôle que la littérature devrait jouer en temps de crise? Concrètement, quel est ce rôle? Bon, je pense que en temps de crise, la littérature a toujours le même rôle. La littérature, c'est le témoignage, le regard, aider les gens peut-être à comprendre cette crise, aider à comprendre cette crise, si possible, aider à comprendre cette crise, parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça qui passe. Donc il faut aider les citoyens à comprendre. Mais il faut dire que c'est toute une discussion, parce que souvent on dit dans quelle mesure la littérature peut devenir politique. Est-ce que si la littérature devient politique, ça ne détruit pas la littérature? Il y a tout un débat sur la question de littérature et politique. Mais je crois qu'il est fondamental, effectivement, comme vous dites, en temps de crise, que de toute manière, l'écrivain, le poète, il est dans la crise, il vit la crise. Comment un romancier, un poète peut s'extraire de la crise, parce que d'ailleurs, il subit la crise. Moi, en tant que romancier, et le poète, nous subissons cette crise, ça veut dire insécurité à nous subir. Donc forcément, si j'écris sur... Si ma qu'on nouvelle roman, qu'on y a, forcément, vous allez trouver ma colère, ou frustration et réflexion sur crise là. Donc, pas forcément la littérature marche avec la crise, la crise produit de la littérature, donc parce que de toute manière il faut une réflexion sur cette crise. Voilà. Alors vous savez, un jeune là qui peut-être gagne de envie dans tête pour lui devenir un romancier, mais il dit pas gagne l'école qui enseigne monde vie romancier. Comment devient-on romancier? Écoutez, il n'y a dans aucune université, dans aucune école, on apprend quelqu'un à devenir un romancier. Ça veut dire que c'est une forme d'art. Et bien sûr, il y a des ateliers d'écriture, par exemple, il y a certaines règles quand on va dans un atelier d'écriture. Moi, je donne souvent des ateliers d'écriture. Beaucoup de romanciers donnent des ateliers d'écriture où, justement, on se rencontre, on discute littérature, on discute création littéraire. Il y a bien sûr des règles de base qu'il faut connaître, mais qu'on peut apprendre. Et dans un atelier de littérature, un atelier de création littéraire, c'est très bien qu'un jeune auteur passe à un type d'atelier. Moi, j'en donne parfois. Mais il n'y a pas vraiment d'école où on apprend des romanciers, non, pas du tout. Donc, professeur, on va vous laisser partir, mais rapidement, un petit conseil pour les jeunes qui rêvent de devenir écrivains, qui rêvent de devenir romancier cet après-midi. Moi, je crois que ce qui est fondamental pour un jeune qui veut devenir romancier, il faut lire beaucoup. Il faut lire énormément de romans. Je reçois souvent des têtes de jeunes qui veulent devenir romanciers. Et leur principale faiblesse, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ont lu très peu. Quand vous lisez beaucoup,
Et vous avez des schémas narratifs. Écoutez beaucoup de musique, le regarder pour faire une bonne bataille. Donc, quand vous lisez beaucoup, vous intégrez énormément de choses. Vous intégrez ce que j'appelle beaucoup de schémas narratifs. Et souvent, ceux qui arrivent à ces jeunes qui veulent écrire des romans, ils peuvent avoir une bonne idée, mais ils ne peuvent absolument pas développer l'idée parce qu'ils n'ont pas de schéma narratif en tête. Et pour avoir des schémas narratifs en tête, il faut lire énormément, il faut lire. Donc le seul conseil que je peux donner à un jeune qui veut devenir romancier, il faut qu'il lise énormément de romans. Il ne faut pas qu'il lise les romans d'un seul auteur, il faut qu'il lise des romans de plus d'auteurs différents. Tu vois, donc bien sûr, il peut avoir des auteurs qu'il aime, mais il faut qu'il lise des romans d'auteurs différents. Donc le principal conseil, c'est de lire et de ne jamais cesser de lire. Mais professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet après-midi. Rapidement, et un petit mot pour conclure. Comment? Et rapidement, un petit mot pour conclure. Donc, on vous remercie d'avoir répondu. Mais oui, donc alors pour conclure, je dirais à tous ces jeunes qui nous écoutent de quoi ce pays, de quoi aux valeurs, de quoi aux valeurs chrétiennes, parce que moi, je crois aux valeurs chrétiennes aussi, et je crois aux valeurs, il faut défendre ces valeurs dans la réalité. Il ne faut pas se dire que la vie est au ciel, la vie est après la mort. Ici, le Christ est venu sur terre pour nous sauver sur terre. Donc il faut que nous nous battons sur cette terre pour que nous ayons une vie meilleure, pour que nous défendons les valeurs qui sont les nôtres. Il ne faut pas laisser le champ libre aux bandits, il ne faut pas laisser le champ libre aux royaux, il ne faut pas laisser le champ libre à l'incompétence. Donc je pense que nous avons une très grande responsabilité, une responsabilité envers nous-mêmes, envers nos enfants et envers ce pays. Merci mon monsieur Gary Victor, c'est un plaisir de vous avoir à Samedi des Jeunes et à bientôt et déjà bon week-end. Un plaisir moi également d'avoir pu échanger avec vous. Merci mon monsieur. Merci.